Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, et bien entendu en France et en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie du docteur Montezum. Docteur Montezum, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Larouché. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Où êtes-vous allé récemment? En France. Chez vous, en France. Vous êtes allé en France? Oui. Ah bon? Je suis allé à Paraíso. Vous savez où c'est, ça, Paraíso? C'est pas en France. Ah, c'est pas, en France. Le paradis ne peut pas être en France. Hein. je vous ai dit qu'il était en Afrique. Le paradis? Mais là, en l'occurrence, il est en République dominicaine. Donc vous étiez en République dominicaine? C'est vous qui le dites. Non, c'est pourquoi vous avez Pourquoi vous dites ça? Je vous explique des choses. Mais vous démarrez au camp de tout, là. Quel est votre... Ça se trouve, il a menti à quelques patients, là, il est dans le jus, là, il se dit, oh là là là, non, pas de République dominicaine. Il a dû mentir à des gens parce qu'il était... Devant la télé, ça rattrape. Bonsoir, docteur Bougira, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Lanchier, bonsoir à la Martinique, et j'espère que KMT Télé-Pays nous, qui va nous instruire ce soir des débats que nous aurons. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Bonsoir, madame Rose Contarini. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci. Vous-même? Je vais bien, merci. Vous avez fini? Oui. D'accord. Bah, moi, je peux continuer. Hein. Bonsoir à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je ne suis pas en retard cette fois-ci. Voilà. Voilà, très bien. Bonsoir, monsieur José. Comment allez-vous, José Charlotte? Oui, bien, ça va, mais je dis bonsoir à toute la population. Bien entendu, nous espérons faire une bonne émission aujourd'hui, en ce mois de mai, un mois qui ressemble à un gruyère. Le joli mois de mai. Le joli mois Vous de mai. avez entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai cru comprendre D'accord. qu'il voudrait faire une bonne émission. Alors, lui, il dit la même chose. Que j'espère, lui aussi, pourquoi il disait, vous êtes un obstacle à la bonne émission? Non, mais c'est pas ce qu'il a dit du tout. Hein. Vous n'avez rien compris de ce qu'il a dit, c'est bien ce que je pensais. Il a dit au mois de mai qu'il ressemble à un gruyère. Vous n'avez pas entendu ça? Oui, un gruyère, mais j'avais compris. Ah, vous avez compris? Oui. D'accord. Moi, j'ai pas compris. Parce qu'il y a des jours fériés. Non, mais si on va passer 3 heures sur le gruyère, là. C'est la référence au gruyère qui m'a amusé. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une machine pour faire ça? Une machine pour faire voir. Pour faire des trous dans le gruyère. Oui. Ah ben voilà. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Vous avez vraiment des Il références. veut un cours d'université sur le fromage. Non, vous avez des références. Non, il a fait une métaphore. Si on rentre dans les cours, il a fait une métaphore. Donc il a une métaphore très française, très métropolitaine, très occidentale. C'est ce que je voulais faire. En Europe seulement qui mange du fromage? Non, le gruyère, c'est quand même une spécialité un peu française. Hein. Ah bon? Une autre spécialité qui a été celle de la Martinique à un moment, c'est le départ massif de toute une partie de la population vers la France, vers la métropole, vers l'Hexagone. C'était au temps du Bumidum, dans les années 1960-1980, si je ne me trompe. Docteur, vous voulez parler du Bumidum? Oui, on peut en parler, ça me paraît intéressant. Non, ce qui me paraît intéressant, puisqu'on en a déjà parlé ici, hein, ce qui me paraît intéressant, c'est comment, après tant d'années, puisque le Bumidum commence grosso modo en 62, il se termine 18 ans plus tard. Donc vous voyez tout le temps qu'on a derrière, que les Martiniquais aient pu, en réflexion, avoir une analyse intéressante, c'est très intéressant, sur le bien fondé, les bienfaits ou les malfaits de cette structure qui a aidé les Martiniquais à partir en France, comme on disait, en métropole, pour chercher du travail. Alors, c'est curieux que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui disent que c'est un enfer, que ça a été un enfer pour les Martiniquais. Il y en a même d'autres qui disent que c'est, je crois, qu'ils ont subi de l'esclavage. Mais enfin, il y a aussi des gens qui ont écrit, sur le Bumidum pour expliquer très précisément ce que c'est que le Bumidum. Alors, la chose la plus importante, c'est que certains disent
que ça a dépeuplé la Martinique. La Martinique a perdu ses forces vives, et si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est bien parce que antérieurement il s'est passé telle chose. Alors, je pense qu'on peut essayer de débattre ça. Je crois que les Martiniquais ont suffisamment de jugeote pour, à partir de chiffres par exemple, vérifier premièrement, si ça a dépeuplé la Martinique. Deuxièmement, est-ce que ça a fait perdre ses forces vives à ce pays-là, ou est-ce que ça a été un bénéfice pour les gens qui ont bénéficié? Alors, je fais remarquer qu'à cette époque-là, il y a deux choses. La première chose, en 1959, il y a des émeutes à Fort-de-France. Il faut chercher quel était le contexte de ces émeutes. Et deuxièmement, il y a des gens qui sont partis volontairement. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis en tant que militaires, qui se sont engagés. À Balata, par exemple, je peux vous en citer 6 ou 7. Et il y a beaucoup de gens, d'autres qui sont partis par le Bumidum. Et puis il y en a d'autres qui sont partis faire des études, etc. C'est un peu de ça que j'aimerais qu'on discute. Okay, mais en disant les bienfaits ou le côté malfaisant de ce système. Ok, c'est un système organisé pour permettre aux Martiniquais qui voulaient partir en métropole, on disait à l'époque, en France, on disait, de partir, d'être aidés à partir. Monsieur de l'argent pour ça. Quel est votre sentiment, monsieur Gérard? Alors, je pense qu'il faut que nous fassions attention à l'interprétation du sens du Bumidum. Dans les années 50-60, la Martinique était dans un boom démographique. On avait 10 000 naissances par an. 10 000 naissances par an. Et on n'avait pas de possibilité de régulation démographique. Et puis, en plus, on n'avait pas d'emploi. Puisque les usines fermaient, les distilleries fermaient, on a connu l'exode rural faisant des familles entières sortir des zones rurales vers Fort-de-France, venir gonfler les quartiers insalubres de Fort-de-France. Volga, plage, Texaco, machin, enfin bon, c'est bien connu. On n'avait pas la possibilité de réguler ce mouvement démographique. Et moi, je pense que la chance qu'on a eue, c'était d'avoir la possibilité, comme nous appartenons au grand ensemble franco-européen, on a pu créer ce mouvement comment on peut dire, de migration, souvent professionnelle, pour apprendre les jeunes à se former, pour faire les jeunes se former. Beaucoup, les hommes notamment, partaient faire leur service militaire, et puis des familles entières partaient pour chercher des perspectives de développement. Parce que la Martinique, c'était un pays sous-développé, hein, c'était un pays arriéré. Et toute perspective qu'on avait à cette époque-là, c'était devenu coupeur de canne, hein, si on n'était pas quelqu'un de très formé. Donc, dans l'interprétation, je dis qu'il faut faire attention. C'était avant tout une mode de régulation démographique. Et puis, si on peut faire un parallèle avec de nos jours, alors, le Bumidum, c'était entre 1500 et 3000 jeunes qui partaient par an. 900. Hein? C'était 900. Non, mais c'est une fourchette, puisque c'était pareil. Bon, actuellement, on a quoi? 2500 par an. On a des chiffres récents, précis. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, le départ de nos jeunes, c'est une déportation? Non, c'est parce qu'on n'a pas de perspective ici. Les jeunes vont se former, travailler, et les familles sont bipolaires. Enfin, quand on dit bipolaire, c'est-à-dire il y a une partie ici et une partie dans les banlieues parisiennes. Donc, c'est une toute autre société. Est-ce que la population martiniquaise a baissé? Bon, alors non, mais j'ai bien dit que c'était une manière de réguler, parce que on avait 10 000 naissances par an. Actuellement, la Martinique, c'est 2 900 naissances par an. C'est-à-dire plus de 3 fois moins. Merci, jeune dame. C'est pas que lié après, la baisse de natalité n'est pas que liée aussi à ça, c'est surtout parce qu'on a un changement complètement de la place de la femme dans la société. Avant, la femme était à la maison, pouvait gérer 10 enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare d'avoir une femme qui fait 10 enfants puisqu'elle doit aussi travailler, elle a une part dans la société. Mais après,
pour en revenir donc au vif du sujet, bon, moi je suis à l'inverse. Moi, j'ai quitté là-bas pour venir ici. Donc, et je suis complètement d'accord avec ça parce que, par exemple, là, j'ai la personne qui garde ma fille depuis qu'elle est bébé, en fait, qui va passer à une étape supérieure par rapport à son master de comptabilité, qui est obligée, là, qui me quitte donc Elle va commencer en juin, le temps de s'installer à Paris, et qui me quitte pour 2 ans. Donc elle a toute sa famille à Rivière-Salée, hein, c'est martiniquaise, elle a toujours vécu ici. Mais là, elle est obligée, pour évoluer, pour avoir un diplôme, on va dire, digne de ce nom et gagner bien sa vie, même si ensuite elle revient en Martinique, elle est obligée de quitter au minimum 2 ans. Mais après, le souci aussi, c'est que qui elle va rencontrer pendant les 2 ans? La vie change quand on change d'endroit, donc elle a pour objectif aujourd'hui de revenir, mais est-ce qu'elle va revenir et est-ce qu'elle va pouvoir revenir? Est-ce que le marché du travail va lui permettre, avec son diplôme, donc qu'elle va revenir beaucoup plus qualifiée, est-ce qu'elle va avoir sa place en Martinique quand elle revient? Et c'est un petit peu ça, aujourd'hui, toutes ces questions, c'est je quitte l'île pour me former, pour faire des formations d'excellence, puisque la Martinique a besoin de se développer, mais est-ce qu'il va y avoir ensuite un retour et est-ce que je vais avoir ma place quand je vais vouloir revenir avec ce diplôme-là? Voilà, c'est ça aussi les questions à se poser. Merci. Monsieur Jules Charlotte, concernant le bumidum. Oui, alors concernant le bumidum, c'est vrai, c'était à l'époque un instrument juridique juridique et économique qui permettait à une certaine catégorie de population de se mouvoir et de trouver, entre guillemets, un bien-être plus loin. Mais je pense qu'il faut qu'on étudie ce phénomène de façon plus générale. Je pense que depuis l'origine de l'humanité, de tout temps, dans toutes les îles, il y a eu le besoin d'aller s'épanouir ailleurs. Donc on peut dire en un premier temps, quand on vit dans un espace où la situation économique est difficile, où la situation sociale, où la situation de guerre des fois, ou de maladie est difficile, donc il est tout à fait nécessaire de partir pour espérer un horizon meilleur. Donc dans le cas martiniquais, comme dans le cas des Grecs d'ailleurs, qui vivaient sur des îles, il est bien évident, dès qu'un enfant grec naît, il commence à regarder la mer, il commence à regarder les bateaux, il commence à voir les va-et-vient de ses précédents grands frères, oncles et tantes qui reviennent en vacances, qui repartent, automatiquement jaillit dans son esprit le besoin de faire comme eux. Donc, dans le cas de la Martinique, nous sommes trouvés dans les années 58-62 dans une convergence de difficultés économiques, c'est-à-dire chute du prix du sucre, fermeture des usines, concentration de la population vers la capitale pour espérer vendre le fruit de leurs mains pour faire les métiers, disons, de toute nature, loin de l'agriculture qui ne leur rapportait pas. Il est bien évident, quand une opportunité s'est présentée pour partir hors de la Martinique, dans le cas d'espèce, c'était la métropole qui, le pendant de cette situation fait que la métropole se développait après-guerre. Donc, automatiquement, un besoin de main-d'œuvre les attendait. Donc, un besoin de main-d'œuvre pour ceux qui étaient à leur niveau ou ceux qui espéraient se développer, faire des métiers, faire des formations ou aller plus loin. Des formations. Des formations, parce que souvent, quand on sortait de l'habitation, on avait une culture, disons, de la proximité de l'habitation. On n'était peut-être pas trop à l'aise pour être électricien ou plombier ou carreleur ou autre. Tandis que sur la métropole, sur la France, où l'industrie se développait, bien entendu, beaucoup d'opportunités s'offraient à eux. Donc il est bien évident, quand la chaîne de mutation se mettait en place, eh bien, on peut dire que la chaîne s'accélérait parce que ceux qui revenaient en vacances faisaient de leur mieux pour aider le petit frère resté au pays en lui permettant d'avoir des horizons plus merveilleux. Ce que je voulais dire, moi, c'est que j'ai lu parfois que des hommes de gauche comparaient le bumidum à l'esclavage. Pour eux, c'était comme si on prenait des Martiniquais et c'était une nouvelle traite, mais dans l'autre sens. Et moi, j'étais absolument écœuré d'entendre ce terme. C'était une injure à nos esclaves. Comparer les gens qui prenaient l'avion pour partir, ou le bateau, pour partir par le bumidum, comparer ces gens-là, volontairement, comparer ces gens-là, mais même dans leur destin, dans ce qui allait leur arriver, à des esclaves, c'était quelque chose d'invraisemblable. Et vous avez raison, M. Charlotte, nous sommes en 1960 à peu près, c'est-à-dire qu'il y a à peine 20 ans que la France est sortie de la guerre. Et c'est vrai que la France, il n'y a pas eu de grosse bataille en France, les Français ne se sont pas battus beaucoup contre les Allemands, mais les Américains ont vraiment bombardé
la France, qui était allemande à l'époque. Hein. Et donc, il y avait beaucoup de choses à reconstruire. Et donc, la France avait besoin de gens pour travailler, quoi. Et donc, il y avait des Martiniquais, comme vous l'avez dit, un boom démographique, pas beaucoup de travail en Martinique. Donc, tout naturellement, il y a du travail en France, on les fait rentrer. Et c'était une chance extraordinaire pour ces jeunes Martiniquais qui partaient, Monsieur Charlotte, ils partaient en France. Ils ne partaient pas en métropole, on n'employait pas le mot métropole. Et quand un jeune disait « mon cas passer en France », tous les autres écarquillaient les yeux, c'était quelque chose d'extraordinaire, partir en France, quoi. On allait pouvoir faire la mode des femmes blanches, enfin, c'était vraiment... Monsieur Labouché, quand même. Monsieur Laurier. Oui, non, mais c'est un fantasme. Non, mais en plus, c'est pour le dire. Non, mais en plus, c'est vrai qu'on a un fantasme, on le sait très bien. Voilà, Oui, je veux dire, à la donc, télé, bien sûr. non, mais comme nous, à l'inverse, moi, j'ai plein de copines de là-bas, quand elles arrivent en Martinique, oula, il y a du beau bébé là sur les plages, et ça, c'est normal. Puisque c'est des gens qu'on va pas forcément. Et encore maintenant, moi, je viens de Marseille, donc si, en fait, on a plein de melting pot, on a plein de couleurs de peau. Mais ça, c'est normal. Ça avait commencé, cette satire-là, quand ils avaient sorti le film à l'époque, Neuilly sur scène ou quelque chose comme ça, où on a le petit garçon de cité qui voit que pour le coup des brunes, très couleur de peau basanée, etc. et qui tombe fou amoureux de la blonde aux yeux bleus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas dans sa cité. Et c'est vu et revu. On connaît quoi. On est attiré par l'inverse. Non, mais attention, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre l'époque, quoi. Oui. Moi, je suis parti en France, c'était très tôt. Et j'ai pris le bateau, et le bateau a fait escale dans un port portugais qui s'appelle Vigo. Le bateau a fait escale là. Et j'ai vu des femmes blanches qui portent, c'était des gens qui travaillaient sur le port et qui portaient des trucs de boissons. C'était des marchandes de poissons, quoi. J'en suis pas revenu. Comment une blanche pouvait être une marchande de poissons. C'est-à-dire, mais je vous assure qu'à l'époque, on avait l'image de la blanche ou du blanc, quelqu'un de supérieur, quelqu'un d'extraordinaire. Aliéné. Oui. Oui, absolument, nous étions... Non, mais en fait, c'est pour vous dire, c'est pas que ça. Parce que exactement moi, par ça. exemple, je suis allée en Norvège, j'ai eu un succès fou en Norvège, parce qu'elles sont toutes blondes aux yeux bleus. Donc, quand ils ont vu une brune aux yeux marrons, on attire. C'est des choses, c'est des gens qu'on ne voit pas dans nos populations tout le temps. Voilà. Et je finis pour dire que c'était, à mon sens, une extraordinaire chance pour ces jeunes Martiniquais qui sont partis. Les hommes ont commencé par partir. Ensuite, ils ont fait venir leurs fiancés. Donc, ils avaient en général 2 femmes. La femme qu'ils avaient fait venir de Martinique et puis celle qu'ils avaient trouvée en France. Donc, ils étaient très heureux. Oui, monsieur, mais quand même, il ne faut pas sous-estimer les difficultés d'adaptation, les souffrances qu'ont eues. Mais c'est très bien. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et puis l'impréparation des gens. Ça n'a pas toujours. C'est ça qui. Mais non, mais écoutez, laissez-moi le dire au moins. Laissez-moi le dire au moins. Non, on peut pas. Mais là, on revient dans le peuple martiniquais, les Italiens aussi, on a souffert. Les souffrances des gens. On ne peut pas évacuer les souffrances d'adaptation des gens. Tous les immigrants ont et souffert. dans un domaine où on est très sensible. Très sensible. Non, il faut le dire. Ça n'a pas toujours été facile. Bon, seulement c'était extrêmement bénéfique pour tous ces jeunes qui partaient et pour nous aussi qui les recevions en vacances. Qui les faisions. Quand je me rappelle quand un gars arrivait de France et qu'il avait des pantalons longs. Ouais. Il y avait des pantalons, quoi. Des trois quarts, on disait. Non, il y avait des vrais pantalons, des premiers. Mais c'était quelque chose, parce que nous, on était toujours habillés en short. En 3 quarts, ça s'appelait. Donc là, quand il avait un pantalon, c'est-à-dire qu'il était allé en France. Pour nous, c'était quelque chose... On en Et maintenant, ça s'est inversé quand même. Maintenant, ça s'est inversé. C'est quand on voit des Martiniquais, nous, qu'on arrive dans ce pays chaud, on voit des Martiniquais en jean. Moi, au début, je dis, mais ils sont malades de mettre des pantalons dans un pays aussi chaud. Et maintenant, moi, je mets des pantalons. Ça s'est inversé, en fait. Je voudrais rappeler, pour conclure, que quand on parle d'exode rural à la Martinique dans les années 50, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas des communes qui se vident sur Fort-de-France. Il s'agit des campagnes qui se vident sur Fort-de-France. Je dis pourquoi campagne? Parce que, par exemple, dans une commune comme Saint-Joseph, où il y avait beaucoup d'usines, il pouvait y avoir 2000 personnes vivant dans le bourg de Saint-Joseph et 6000 personnes vivant dans la campagne de Saint-Joseph.
C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui. C'est-à-dire que 70% de la population martiniquaise est une population rurale, Oui, voilà, qui habitait dans des cases, etc. etc. Oui. Hein? Donc, ce sont ces gens-là qui ont migré vers Fort-de-France et ce sont ces gens-là qui aussi ont migré vers la France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas des gens qu'on a arrachés de chez eux pour les faire partir. Hein? Vous voulez parler des cheveux crépus qui ont désormais leur coiffeur à New York. À Non, en Paris fait, aussi, ils ont leur coiffeur. Alors c'est pas à Paris, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que New York l'a imposé, l'a rendu obligatoire. Donc ça a été une étape importante. Donc il faut savoir que ce soit dans le monde entier, je pense alors avoir, on va dire plutôt donc tous les pays du Nord et plutôt occidentaux. La formation en coiffure, c'est des choses classiques, permanentes, brushing, etc. Et moi, la première fois que je l'ai su, c'est à la Martinique. J'en ai déjà parlé parce que je suis une entrepreneuse, une coiffeuse professionnelle qui m'avait dit, mais tu sais, moi, au début, quand on m'a formé sur des cheveux qui ne sont même pas en fait des cheveux afro ou des cheveux... Alors, il y a plusieurs appellations. Il y en a qui disent afro, il y en a qui disent texturés. Ça, c'est venu de Kelly Massol, celle qui a fait son business là sur les shampoings. Ou moi, j'aime bien dire bouclé, tout simplement, voilà, parce que ça reste un cheveu bouclé. Quelle qu'en soit l'appellation, il n'y a aucune formation qui sont prévues dans les diplômes pour ce type de cheveux. Donc, en fait, en Martinique, toutes les coiffeuses qu'on voit le plus souvent qui sont spécialisées dans ça l'ont fait d'elles-mêmes et entre elles. Donc là, c'est la première fois qu'à New York, les écoles de coiffure, le gouvernement impose des formations spécifiques à ces cheveux bouclés, texturés, afro. Et moi, je trouve que c'est une belle avancée et qu'elle suit en fait la France sur le fait qu'il y a pas si longtemps que ça, on a reconnu que quand on n'embauche pas une personne vis-à-vis de ses cheveux, donc de sa coiffure et de sa texture, forcément, c'est devenu une discrimination et ça, c'est très récent. Donc je trouve ça bien qu'on arrête de juger, parce que ça fait des années que les cheveux afro sont jugés et critiqués et sont revus. Donc on commence en fait à accepter chacun avec ses différences, ses origines et surtout que les filles, on en voit de plus en plus. Hein. Avant, c'était tressé, on voit de plus en plus de filles donc qui lâchent leur afro, comme on dit, c'est un mouvement aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir au fur et à mesure du temps comment la culture et comment nous, les nouvelles générations, on cherche quand même à s'accepter tel que l'on est. Voilà. Oui, le docteur Bougira, Oui. quand même, non, je ne lui parle, parce que c'est séducteur. Allez, je pose la question, dans ce seul séducteur. Qu'est-ce que vous pensez de ces nombreuses femmes martiniquaises qui portent des perruques, avec des longs cheveux, tout ça? Je trouve qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'ils ont tort, hein, parce que il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Et puis, tous les matins, toutes les femmes du monde passent leur temps à se maquiller, et puis vous dites, il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Bon, mais justement, non, ils s'acceptent il faut pas telles qu'elles sont. Non, et nous, on est écoutez. contents de les voir plus jolies, maquillées que pas maquillées. Mais attendez, là, vous parlez de quelque chose de différent. Vous parlez de tressage, perruque. on met quelque chose sur ses cheveux et ensuite on rajoute des faux cheveux. Oui. C'est différent, là. Là, c'est pas s'accepter. C'est ça dont je parle. C'est pas s'accepter, ça. Non, mais c'est ça qui arrive de plus en plus en Martinique. On voit de plus en plus de jeunes filles qui se mettent des vraies perruques, quoi. Oui. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Alors, on ne vit pas avec les mêmes personnes. Hein. Moi, j'ai de plus en plus de copines ou de jeunes que j'accompagne qui commencent à assumer enfin leurs cheveux tels qu'ils sont naturellement. Qui regardez beaucoup les femmes aussi, comment vous les voyez? Vous parlez avec les cheveux? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de femmes en Martinique mettent des perruques? Non, des perruques, non, mais on commence à y mettre. Alors qu'avant, c'était extrêmement rare. Avant, c'était des gens qui subissaient, par exemple, de la radiothérapie, qui avaient les cheveux qui tombaient, qui mettaient des perruques. Mais maintenant, vous avez des gens qui mettent des perruques alors qu'ils ont leurs vrais cheveux. C'est vrai que ça commence à prendre. De façon pratique. Oui, non. Ce qu'il y a dans deux cas de figure. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça bien ou pas? Ah, je trouve ça bien, parce que ça change la physionomie, hein. C'est plus joli les femmes qui ont de grands cheveux, quoi. Eh bien, je trouve que de temps en temps... Qui ont des longs cheveux. Ah non, moi, chez moi, c'est pas une question de long. Moi, je dis que j'ai vu, par exemple, des femmes qui portaient des perruques, que moi, je trouvais que ça les changeait agréablement. J'avais l'habitude de les voir comme ça, les voir avec des cheveux frisés, par exemple. Moi, je trouve ça super. D'accord. Oui. Non, ce qu'il y a, Dr. Moutezé, c'est qu'à mon avis, Mme Cantarini, dans un passé assez lointain quand même, il y a un certain nombre de femmes ou de personnes afro-descendants qui luttaient, qui se battaient pour
imposer leur personnalité, leur existence, leur origine. Donc aux États-Unis, dans certaines régions, et notamment dans un endroit où j'étais en Allemagne, où il y avait beaucoup d'Américains, militaires noirs, américain. Ouais. ils imposaient leur personnalité. C'est-à-dire à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de systèmes de salons de coiffure avec des fers à cheveux chauffés qui lissaient les cheveux. Et ces gens-là n'avaient, à un moment, ils ont eu un développement, mais des personnes ont contesté. Des personnes ont dit, voilà, je ne vais pas lisser mes cheveux avec des fers chauds, des choses comme ça, je vais vivre avec ma personnalité. Donc ces femmes-là, à l'époque, c'était entre guillemets des révolutionnaires, c'était des femmes qui avaient de l'avance sur leur temps. Donc elles ont résisté, et surtout certaines régions aux États-Unis, dans certains États, elles se sont beaucoup développées pour imposer le cheveu naturel et ne pas copier les cheveux lisses de personnes d'autres régions. Il s'avère qu'à un moment, d'autres populations, d'autres personnes ont mis des perruques pour copier d'autres populations. On a des faux cheveux. Des faux cheveux. Sauf qu'à un autre stade, il y a des personnes qui ont des perruques de vrais cheveux naturels. C'est-à-dire ces femmes-là sont de plus en plus nombreuses. Elles ont des perruques cheveux crépus. Pour elles, c'est pratique, c'est rapide. Elles se douchent, elles mettent leur perruque. Et puis en 2 minutes, elles partent travailler, elles partent vaquer à leurs occupations. Donc, il faut faire plusieurs cas de figure dans cette situation-là. Ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement, quand on va dans certains pays, notamment dans certaines petites régions d'Afrique où j'ai vu, il y a eu énormément de perruques de cheveux indiennes, disons ça comme ça. Alors là, je ne sais pas quelle est la situation. Cheveux plats. Européens aussi, hein. Vous ne savez pas quoi? Enfin, il y a dans certaines régions, on a l'impression que dans la ville, tout le monde a des perruques de cheveux Indiens, mais est-ce que vous savez que ce sont les Indiens qui ont les cheveux les plus fins voilà. au monde? Alors, C'est pour ça qu'il dit ça. c'est pour ça que je dis ça. Alors, c'est pas pour dire des cheveux européens. Contrairement à ce qu'on dit, les cheveux lisses, longs, ne sont pas spécifiquement européens. Non? Voilà. Donc, quand des personnes de notre communauté... Ah non, mais chez nous, on a tendance à dire cheveux coulis. Ça a un profil de cheveux coulis. Oui, cheveux coulis. Ça n'a rien à voir avec une copie d'Européens. Et quand Je vous suis êtes en d'accord, Afrique, bien quand sûr. vous avez vu ces femmes noires avec ces cheveux d'indiennes. J'étais dans un endroit 9 sur 10. Ok, vous aimez ou pas? Alors, pour X raisons, ça peut se discuter. Pour les personnes rapides qui ont une difficulté. Esthétiquement, je parle. Éthiquement, Esthétiquement. Esthétiquement. Il y en a que je trouve très bien. En fait, c'est ça. alors ça, c'est une question difficile à poser aux hommes. Il y a des Parce gens que qui portent bien. les femmes ont pris une décision pour faire ça. Elles nous accusent de préférer ce type de cheveux. Donc, en réalité, elles nous disent, oui, c'est à cause de vous que nous prenons cette décision pour faire ça. Est-ce qu'elles ont raison de dire ça? Je pense qu'il faut avoir sa personnalité, il faut garder son état naturel, il faut éviter de copier la culture venant d'ailleurs. Je suis pas d'accord. Donc moi, si je me fais les nattes en ce moment, c'est la mode là, tout ce qu'elles font là. Je sais pas si vous avez vu un petit peu dans la rue. Moi, si je me fais des nattes, c'est une appropriation culturelle. Non, en loisir. Je suis pas d'accord. Il faut partager Il y a les des choses. personnes qui C'est sont ça le problème, contraintes. c'est qu'on partage Il y a des pas. personnes qui sont contraintes de le faire. Et c'est là la Pourquoi difficulté. contraint? Ben non, ben justement. Il y a des gens qui Je disent. suis pas d'accord. Ils sont obligés Il de faut le faire arrêter de parce dire que- vous nous copiez, Non. moi vous me recopiez, chacun est libre Il y de a- faire il y ce a qu'il des veut. gens- Si moi j'ai envie de faire des nattes une semaine, Oui. et je n'ose pas les faire à cause de personnes comme vous, parce que j'ai peur qu'on me dise tu t'appropries une culture qui n'est pas la tienne. Non, parce mais c'est vrai, vous non. venez de le dire. Il y a- Donc en fait, je vais passer dans la rue, les gens vont me faire des grands sourires, et derrière ils vont dire t'as vu la blanche, elle s'est fait des nattes. Donc, alors que c'est un partage, au contraire, moi je trouve qu'en habitant en Martinique, ce serait un partage de, pour une fois, me faire les nattes comme elles font toutes. Est-ce que vous Il y avez... a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas d'hommes parce que les hommes ne veulent pas ce profil-là. Donc elles s'adaptent. Oui, bah alors les non, hommes, mais les hommes ne veulent pas seulement les ils aiment cheveux. pas les C'est pas filles plates, possible. mais ils On sortent entend avec de des tout. filles rondes. On les ne hommes, voit pas ils seulement font les n'importe cheveux, quoi. on voit Mais tout ce qu'il y a dans c'est la une tête question qu'il aussi. faut poser aux femmes. Les cheveux, c'est important dans l'esthétique quand même. Oui, Et oui, même, oui. Dans la Bible, c'est important les Oui, cheveux. oui, c'est mais important monsieur Lancy, je pour fais une les différence femmes. entre jolie et beauté. hein. Oui. On fait la différence. Entre jolie et beauté. hein. Jolie, c'est l'apparence, mais la beauté, c'est est-ce toute que vous avez l'expression d'une personne. hein. Retenu. Est-ce que vous avez vu la variété de coiffure et même de cheveux des anciens Égyptiens?
Tout à fait. C'est assez extraordinaire. Ouais, la diversité. Ils ont toutes les variétés de coiffure et même de façon de mettre les cheveux. C'est pas seulement crépus. En tout cas, Oui, il y avait un boycott du cheveu crépus qui était sûr et Oui, certain, ça, c'est puisqu'il sûr, n'était sûr. pas dans les formations de coiffure. Hein, donc C'est c'est-à-dire, vrai. on t'apprend à coiffer du cheveu, qui sont par exemple comme les miens, on t'apprend à faire brushing, etc. Mais on ne te forme pas sur le cheveu crépus. Il y a eu Kelly Massol, j'en reparle parce que c'est quand même la fondatrice des Secrets de Loli, une boîte qui est... la fille a commencé dans sa cuisine, 1500 € à fabriquer des shampoings. Aujourd'hui, la boîte est valorisée à 180 millions quand même, hein, rien que ça. Et donc elle a mis en place ça en disant pourquoi elle a créé ces shampoings, parce qu'elle a dit nous n'avons pas de produits. Quand on va dans les supermarchés, on a shampoing, cheveux, lisse, surpoint, lisseur. Et même moi c'était de ma génération, au collège, on ne pouvait pas sortir que ce soit n'importe quelle couleur de peau tout confondu, parce que comme je vous ai dit, c'est à Marseille, donc on avait des filles de cultures différentes, on devait toutes avoir les cheveux lissés. Hein. Moi, je sortais pas au collège sans m'être passé le lisseur, voilà, et c'était tout le monde, c'était la grande mode. C'était le code. C'était le code. Moi, des scandales à ma mère, si un matin je me levais tard et que je pouvais pas lisser, je partais en retard au collège, il fallait que je lisse. Ce qui était ridicule en soi, mais bon, après ça c'est aussi des codes qu'on a au collège. Mais le cheveu lisse est resté à la mode pendant des années. Est-ce que vous faites partie des femmes endettées? Non. Je l'ai été. Je l'avoue, tout le monde le sait de toute façon en Martinique, puisque quand j'ai quitté le père de ma fille, je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Mais actuellement, non, ça y est, c'est fini. José, tu peux la draguer, elle n'est pas endettée. Non, ne me drague pas, Non. J'ai une holding à faire tourner, j'ai pas le temps de discuter. Vous n'avez pas peur de la concurrence? Elle est riche. Elle n'est pas abordée. Vous n'avez pas peur de la Non. concurrence, monsieur Lorcier? Non, je ne fais pas la concurrence. Ah bon, d'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont plus endettées que les hommes en Martinique? Oui. 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 Bon, pour deux raisons. Au niveau des taux de salaire, on n'a pas encore réussi l'égalisation des taux de salaire à travail égal. Hein. On n'a pas encore réussi ça, premièrement. Deuxièmement, le phénomène des femmes seules et avec enfants, ça s'appelle des foyers monoparentaux. Hein. Bon, où la femme a tout à sa charge. Bon, ben, il arrive qu'il y en a qui ne puissent pas faire face aux fins de mois et qui se retrouvent soit en surendettement, soit à la banque alimentaire. Oui. Alors, c'est ça. alors monsieur Lorge, c'est tout à fait évident que les femmes en Martinique soient plus endettées que les hommes. En principe. Alors, les résultats sont là, parce que l'Institut d'émission des DOM, les statistiques ont démontré que le volume de dossiers de surendettement à l'étude est Ça augmente très majoritairement féminin. Et de plus c'est la catégorie de femmes monoparentales avec, bien entendu, plusieurs enfants à charge et plusieurs charges à charge, c'est-à-dire loyer, voiture et les dépenses courantes. Les enfants. Alors, la difficulté qui se pose, c'est que même si certaines femmes ont un salaire conséquent, il arrive que si, en cours de la vie, il y a un incident, soit maladie, soit arrêt de travail, soit erreur de décision, quand on est seul, on n'a pas de possibilité de se faire aider ou de rattraper le coup. Donc, on s'enfonce dans une situation financière, disons, compliquée, voire désastreuse. Et soit on prend beaucoup de temps, voire plusieurs années pour se remettre, ou soit on fait des dégâts qui sont quasiment irréversibles concernant la situation financière. On peut perdre sa maison, on peut perdre son travail, on peut perdre sa santé. Le manque d'argent génère des problèmes de santé aussi, hein. Insomnie avec tout Est-ce que ça génère, M. Montesium, le manque d'argent chez les femmes, une certaine infidélité? C'est quoi? Pourquoi pas? On va écouter encore, c'est parti. Se faire aider, pourquoi pas? Pourquoi pas? Une infidélité. Mais si. C'est la vie. Non, c'est Par rapport à quoi? De toute façon, C'est la vie. non, Attends, on va laisser parler le docteur Montesium, mais après on va... de toute façon, depuis que le monde est monde, les femmes élèvent leurs enfants, quelle que soit la difficulté qu'elles rencontrent. Tout à fait. Et même ça, si c'est une difficulté, elles n'ont pas peur D'affronter. d'enjamber la difficulté. Hein, ça, c'est connu dans le monde entier. Mais je crois que ça, à la Martinique, il y a une proportion importante
de femmes, de foyers qui sont en situation de monoparentalité, et c'est la mère qui est au foyer. Alors, bon, on a beau raconter qu'elle est potomitan ou pas potomitan, peu importe, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources financières pour élever leurs enfants. Et ça, c'est préjudiciable à la société martiniquaise dans pratiquement dans tout, et particulièrement, on va le dire, dans l'évolution même de cette société, et ça peut à la limite rejoindre l'insécurité dans tout ce que nous vivons actuellement. Vous savez très bien que les gens qui dévient, ils viennent le plus souvent des familles défavorisées. Ils ne viennent pas des familles très favorisées. Ça arrive, mais c'est toujours accidentel. Quand ça arrive, tous les gens ont les yeux braqués, parce que généralement, ça n'arrive pas dans ces familles-là. Ça arrive le plus souvent dans des familles. Et moi, je plaide toujours, jusqu'à maintenant, pour qu'on aide ces familles-là. Et je trouve qu'à la Martinique, on ne les aide pas suffisamment. Il faut se rapprocher d'elles, il faut les aider particulièrement pour élever leurs enfants. D'autant que vous m'avez dit que le taux de monoparentalité est largement supérieur. Mais 52%, en fait, on peut clairement dire qu'un enfant sur deux en Martinique est dans une famille monoparentale. On est à 52%. Ah oui. Donc en fait, un enfant sur deux, quand vous croisez des gens dans la rue, il y a un enfant sur deux qui est en famille monoparentale. Mais est-ce que vous savez que c'est une situation historique à la Martinique? Parce que de l'esclavage et après l'abolition de l'esclavage, les Martiniquais ne se mariaient pas beaucoup. Et ce qui a fait réagir le pape, qui a envoyé à la Martinique des missions, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je le redis, dans les croisées à la Martinique, quand vous voyez des croix qu'on appelle des croix missions, ces missions, ces croix, c'est que le pape avait envoyé des missionnaires pour, entre autres, marier les Martiniquais. C'est-à-dire qu'ils abordaient les familles qui généralement n'étaient pas mariées, et ils arrivaient à les convertir qu'il fallait se marier. Et ils en ont marié beaucoup. Donc, c'est déjà, ça existe dans la société martiniquaise, la monoparentalité. Ça existe, c'est une chose qui est culturelle chez nous. Et maintenant, ça n'a pas tellement tendance à disparaître. Au contraire, ça s'accentue. La monoparentalité augmente dans les pays occidentaux et en France en particulier. Et à la Martinique, elle ne diminue pas. Elle ne diminue pas. Et le problème qu'il y a dans ça, c'est que souvent, ça je l'ai beaucoup vécu à mon cabinet, souvent, la jeune fait un premier enfant avec un père, et puis le père n'est pas sérieux, et puis la femme le rejette. Et quand moi, je pose la question, mais pourquoi tu le rejettes? Même s'il n'est pas sérieux, c'est le père de l'enfant, il va absolument le conserver parce que l'enfant va avoir besoin de son père. Et elle me dit, non, il va y moi-même. Elle répète ça, il m'a pas besoin de monsieur, il va y moi. Alors elle a un deuxième enfant avec un deuxième père, et quelquefois, ainsi de suite, ça peut aller jusqu'à 3. Et alors là, ça commence à devenir difficile. Voilà, après là c'est une petite anecdote aussi, mais j'avais vu ça, j'avais trouvé ça très vrai. C'est aussi que avant les critères pour choisir un mari, quand on était dans les anciennes époques, c'était plutôt financier, puisque la femme n'avait pas de compte bancaire, n'avait pas le droit de divorcer, n'avait aucun droit. Donc du coup, on faisait un critère plutôt financier. Bon, lui, c'est un bon parti, il est assez riche. C'était en général nos parents qui s'arrangeaient aussi pour histoire d'avoir un petit peu les familles entre elles. Et maintenant, le critère n'est plus financier, puisqu'on travaille et qu'on gagne notre argent. Donc maintenant, c'est sur la personnalité du monsieur qu'on va se baser. Donc là, c'est pas pareil. Et en fait, moi, j'ai vu une vidéo où je trouvais ça très vrai, où il disait, en fait, maintenant, par exemple, moi, mon type de femme à moi, on travaille, on a notre voiture, on élève notre enfant, on a notre maison, on a tout, on cherche quelque chose, on ne cherche plus la richesse. C'est facile pour un homme de poser son argent sur la table, etc. On cherche autre chose. Et c'est ça que maintenant, dans nos générations à nous en tout cas,
ils ont beaucoup plus de mal à l'appréhender, etc., etc. C'est que les femmes cherchent autre chose. Elles cherchent de la stabilité émotionnelle, donc c'est plus compliqué à donner. Elles cherchent des choses qui ne sont plus argent. Avant, c'était pécunier. C'est si j'ai le plus riche, elle va être en lui, il va m'entretenir. Maintenant, les femmes ne sont plus là pour s'entretenir et je pense qu'on préfère, pour discuter avec beaucoup de femmes sur l'île, on préfère être endetté, avoir moins, mais arrêtez de se les supporter aussi toute la journée, parce que tu dois faire, c'est aussi l'éducation, on en avait parlé, l'éducation des mamans vers leur fils. Tu dois faire le linge, leur faire à manger, leur faire le ménage. T'as un troisième enfant en fait dans la maison. Moi il le sait, le père de ma fille, tout le monde le sait au diamant. Il s'est fait têche pour ça. J'ai le deuxième enfant à la maison, c'est pas possible. C'est impossible. Actuellement, vu que les femmes travaillent aussi, c'est du 50-50. Après, à chaque foyer de s'arranger comme ils veulent, mais c'est pour ça aussi qu'il y a ce mouvement, parce que maintenant, on a cette indépendance financière et on peut dire stop. Quand on aime son mari, on ne le considère pas comme un enfant à la maison. On considère qu'on aime son mari, donc on lui fait à manger, on lui fait la lessive, on lui fait... On l'aime, c'est... On n'est pas dans la même génération. On lui fait à manger. On lui fait à manger. Alors moi, j'ai toujours fait à manger. Moi, je suis d'accord avec vous parce que je suis une fille attentionnée. Par contre, peut-être que le jour où je vais finir à 22h et que j'arrive et qu'il n'y a rien qui est fait à la maison et qu'il n'y a même pas un plat, je vais peut-être m'énerver et me dire, donc en fait, quand moi, de temps en temps, je ne suis pas là, toi, tu ne sais pas prendre le relais. C'est ça qui est reproché aujourd'hui. C'est pas de faire à manger que ça. Les femmes, on continue. Moi, je suis toute seule. Donc ma fille, il y a bien quelqu'un qui la nourrit. Je veux faire un dîner pour une, je peux faire un dîner pour deux. C'est dans des situations, moi, très souvent, là, je suis en train d'en divorcer deux, d'ailleurs, au passage. Donc pour vous dire comment le mouvement il y est, c'est que c'est ça, c'est je travaille, je fais tout dans la maison et un jour je vais être malade. Tu n'es même pas là pour mettre une machine à tourner, pour aller chercher le petit à l'école. C'est ça qu'on reproche. C'est quand on ne dire plus que toi, tu ne sais pas gérer. C'est parce que les hommes martiniquais veulent, comme leur père, que leurs femmes agissent comme leur mère. Exactement. Donc c'est un problème d'éducation des mamans. C'est un problème d'éducation de la maman. Docteur Moutis, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est vrai que dans le passé, les hommes martiniquais avaient une certaine attitude, mais entre-temps, les choses ont bougé. Beaucoup d'hommes martiniquais vont à l'école dans les réunions scolaires, suivent l'éducation scolaire de leurs enfants, participent, contrairement au passé. Et en plus, là, Madame Contarigui, quand vous dites que le critère de choix de base pour une femme n'est pas l'aspect financier, il y a des éléments supplémentaires, sentimentaux, émotionnels. C'est en plus. Une femme, en général, ne tombe pas trop amoureuse s'il n'y a pas un intérêt en contrepartie. C'est assez rare. C'est plutôt rare. Tout ce que vous avez dit là, c'est un plus, c'est en plus. Il y a les michtos, il y a les filles bien. Après, arrêtez de tomber sur des michtos. Les michtos existent. Non, mais c'est vrai. Les filles qui sont. Les michetonneuses, mais bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est toutes les femmes. Bien sûr qu'il y a des michtos qui existent. Ça a toujours existé. Et moi, j'en connais, j'en ai connu une. Et les macos, on va parler cru, les macos en Martinique, ça n'existe pas. Il n'y a pas des gars qui payent des femmes juste pour être avec eux. Vous savez combien de fois on m'a arrêté, moi, pour me proposer ce genre de truc. Tu me donnes envie de vomir, moi je suis riche, j'ai pas besoin de ton argent. Parce que c'est, voilà, moi, ça me répugne. Mais combien il y a de gars en Martinique qui payent juste pour la présence? C'est même pas du sexe ou de la prostitution, c'est juste avoir la femme en présentiel. Combien de fois on m'a dit je te paye 500 € pour que tu viennes au resto avec moi? Ah bon? Ben oui. Et c'est, moi je dis non, mais il y en a plein qui disent oui. Ça je l'enlève pas. Il y en a qui font leur argent comme ça. Moi j'ai des copines qui c'est 200 € la photo. Donc chacune fait ce qu'elle veut. Vous avez des duels de couples? Ah oui. Mais non, je parle avec tout le monde. Fréquenter ces gens-là. Je parle avec tout le monde. Moi j'ai pas de critères de. J'ai une copine. J'ai eu une copine qui n'est plus mon amie. J'ai eu une copine qui faisait ça toute la journée, qui ne bouge pas de chez elle et qui envoie des photos de Martiniquais, qui se fait des plus gros salaires que moi, qui court dans toute la Martinique avec ma Clio, mes clients. Chacun fait ce qu'il veut, c'est sa vie privée. Moi, je suis pour. Chacun fait ce qu'il veut. Je veux juste. Mais l'aspect financier n'est jamais trop loin. Après, c'est compliqué aussi. Moi, par exemple, je ne vais pas sortir avec un non-travailleur. Je travaille toute la journée à 24, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui ne travaille pas. Par contre, quelqu'un au SMIC, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'a rien? Qui n'a rien, ça ne me dérange pas, mais il faut qu'il travaille. Ah, moi, j'aime pas les gens. Mais je suis trop active, je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui toute la journée qui rate pas. Oui, mais alors, je suis d'accord, l'amour ne se commande pas, mais il y a quand même des critères en 2026. Mais parce que sinon, c'est un échec, ça se solde par un échec. Une fille qui est hyper active, qui travaille de 6h à 23h, elle va pas sortir avec un gars qui aime être au bord de la plage et ne rien faire de sa vie, ça va pas fonctionner quand même. Même s'il y a l'amour, ça va aller 2 minutes, quoi. Il faut dire clairement, l'amour, c'est la banque. Mais non. On est un agence matrimonial là maintenant.
On est presque les majeur rapports patrimonial. des hommes et des femmes martiniquais, c'est quand même un petit peu particulier. Oui, c'est. Parce que c'est complètement déterminé, qu'on le veuille ou non, par la longue période de l'esclavage. Oui. Je veux dire, où la femme, je sais pas, la femme était à la disposition des hommes, quoi. Et on avait Alors, ce n'est pas que l'esclavage. Hein. Nous aussi, en Hexagone, non. on est à la disposition des hommes. Hein. Oui. Non, oui, d'accord. Mais l'esclavage, c'était Oui. comme ça. Je veux dire que Non, on avait des mecs qui étaient c'était- payés pour faire l'amour avec Oui, des oui, femmes, oui. pour avoir, et les femmes étaient payées pour faire des enfants. C'était Mais des elles étaient même géniteurs. pas payées. Elles étaient, ouais, elles faisaient que, elles étaient là Géniteurs. que pour faire des enfants. Oui, non, mais- Et je suis sûr que ça a déterminé Oui. le rapport On peut aujourd'hui croire. encore. Oui, Non, je on pense. peut des croire, femmes et on de peut nos- croire ça. Monsieur le Rocher, quand vous levez un avion, vous allez ailleurs, vous vous rendez compte, hein, dans certains pays de l'outre-mer même, vous vous rendez compte que beaucoup d'hommes sont à la charge des femmes, même au mariage. Et dans une île que vous connaissez certainement, que quand le mariage ne fonctionne pas bien, quand l'homme est un peu déviant, la femme fait la valise de l'homme, il l'emmène à sa famille et dans le langage courant, ils disent renvoyer à sa famille. À Mayotte, on divorce comme ça. Hein. Et l'homme n'est plus Homme. n'est plus valable. Mais c'est On lui, pas la, comme ça. Il- la il femme est fait la valise et on lui renvoie à sa famille. Mais c'est ce que j'ai fait moi, donc du coup c'est pas que Mayotte. Moi je prends tes affaires, retour en France humide. Donc c'est pas que Mayotte. C'est pas- Mais c'est- parce que c'est ce qu'on dit, c'est Non, parce que la non, femme non. maintenant gagne sa Dans- vie. dans Donc en beaucoup fait de c'est pays. soit tu pars, soit je pars. Et en général nous on a quand même les enfants dans la maison, donc en général c'est le monsieur qui a plus tendance à partir parce que nous on a la maison, en général on paye les loyers, c'est ce que je vous Docteur dis. Montésuma, Mais je pense dans qu'on devrait pas, beaucoup de certains pays, cas, les femmes sont commerçantes, elles ont les affaires. Enlever Et puis l'autorité. l'homme n'est pas à jour. Hein. enlever l'autorité parentale à certaines femmes dans certains foyers monodépartementaux. Pour Monoparentaux. Monoparentaux. C'est du département. Leur enlever carrément l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'ont elles-mêmes aucune éducation et qui donc sont incapables d'éduquer un enfant. Et donc, c'est un cercle qui n'en finit pas. Donc, on devrait pouvoir, plus facilement qu'aujourd'hui, enlever leur enfant à ces femmes-là. Alors, Des POS. moi je vous réponds. Quel Famille que soit- monoparentale. Je vous réponds. Quelle que soit la situation de la femme, quelle que soit sa situation, hein, même si elle est toxicomane, même si elle est Alcoolique mineur. dépravée, Alcoolique. Mineur. il ne faut jamais la séparer de son enfant. Yes. Alors, Merci. il y a Yes. des aides Clair. qu'on doit porter à l'enfant et à la femme pour amortir Le choc, ce la définition. calvaire que vit l'enfant, et jamais de séparation de la femme et de l'enfant. hein. Et dans Là, le vous cas des avez mineurs. choisi. Pire pour l'enfant. Et dans le cas des mineurs. De le séparer de sa mère. hein. Dans le cas des mineurs. Attendez, Une fille de docteur, 14-15 attendez, ans. c'est super grave ce qu'il dit là. Oui. C'est-à-dire que Ouais, ma là, mère est complètement alcoolique, complètement, elle fume toute la journée, et moi, l'enfant, je ne vais pas subir rien du tout. C'est pire, je ne dois pas être dit ça. séparé. J'ai C'est dit ce que vous qu'il faut avez dit. aider- J'ai j'ai dit dit- c'est pire pour l'enfant. Il faut J'ai l'encadrer, il dit- faut j'ai aider les dit, parents. il faut aider les deux parties, l'enfant et la mère. Alors, attendez, vous pouvez soustraire l'enfant à la mère pendant quelques heures, même pendant des jours, je ne sais pas. Vous faites ce qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est toujours selon les cas. Mais l'enfant ne doit jamais être séparé de sa mère. Vous savez, monsieur Parce que- Laouché, que dans des prisons, il y a des prisons où les femmes sont enfermées pour des Avec- condamnations. avec leur Les enfants sont avec Ah eux dans oui, les il faut prisons. faire ça. Sauf que Sinon, quand vous la perturbez femme les est enfants. C'est Sans vrai, il y a des absolument. prisons spécialisées, mais Lorsque pour la les femme- femmes avec leurs enfants. Les enfants sont dans la prison Pourquoi avec la vous prenez maman. la peine de me dire ça? Attendez, Pour vous montrer le il faut lien arrêter, il faut mère-enfant, arrêter comment votre- il est important. Ça n'a rien à voir. Oh, je veux si. dire que la mère qui est en prison, elle n'est pas en train de fumer son joint et de boire son alcool pendant que l'enfant est là. Vous prenez le parti de la femme, moi je prends le parti de l'enfant. non, non, Oui, il faut Mais c'est pouvoir le parti de séparer. l'enfant que Il je suis faut en train de pouvoir. prendre là. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. non, attendez, Il y a non, des non, non, enfants. attendez, Il y a docteur, des attendez, enfants. attendez. Il y a des enfants Je donc vais vous il faut expliquer quelque enlever chose. à leur milieu Mais il y a du familial. droit pénal, c'est Mais ça, déjà une fait. Quand ils viennent catastrophe. retirer qu'ils les foutent à la SE, c'est parce que c'est allé Je vais trop vous loin, mais il y a expliquer des quelque enquêtes, chose. on ne peut pas enlever un On a enfant comme ça. remarqué, Il faut les pouvoir le pédiatres faire. ont remarqué que les enfants des Africaines, jusqu'à l'âge de 6 ans, étaient beaucoup plus développés que les enfants européens. Pour quelle raison? Je vais prendre une des raisons. Jusqu'à maintenant. Une des raisons, c'est qu'elle le porte sur son corps. Et l'enfant vit au rythme de la mère. D'accord?
L'autre raison, c'est que la mère joue beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu les Africaines avec leurs enfants, qu'elles suspendent quelquefois Dans le la dos. tête, qu'elles les tirent. Enfin, bon, elles sont toujours en train de jouer avec. Et ces enfants-là ont un développement psychomoteur beaucoup plus rapide jusqu'à un certain âge. Comme après, il y a d'autres enfants qui arrivent et que la mère s'en occupe beaucoup moins, alors l'enfant perd. Autrement dit, à 10 ans, quelquefois, il a perdu par rapport à l'autre qui l'a rattrapé. Bon, parce que l'autre a eu des jeux, bon, etc. Autrement dit, le contact même avec la mère, attendez, c'est comme ce qu'on appelle la langue maternelle. La mère peut vivre dans un... Par exemple, vous prenez une Africaine qui vit en Allemagne. Elle ne parle qu'allemand autour d'elle, pour se faire comprendre. Mais à son enfant, elle parle sa langue. Comme ça, de façon automatique. Mais l'enfant parle aussi bien qu'elle en très peu de temps. De langue maternelle. Parce que c'est la langue maternelle. Docteur, je vous demande sur ce plateau d'être quelque part responsable. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un problème de sécurité. Un gros problème de sécurité, beaucoup plus gros que vous ne le pensez. Parce que quand vous habitez, d'ailleurs vous le savez, parce que vous habitez Dillon, enfin, vous travaillez à C'est Dillon. pas parce que je travaille à Dillon, c'est que je travaille aussi à la CIS. Vous travaillez à la C, etc. Non, mais c'est pas seulement ça, je dis que bon, ok. Et donc, nous avons ce problème à résoudre. On observe que énormément de ces jeunes qui sont dans la délinquance sont issus de familles avec des mamans monoparentales, etc. Je vous dis qu'il faut qu'on ait le courage de dire il faut enlever ces enfants-là à ce milieu-là. Parce que si on ne le fait pas, l'enfant va devenir un délinquant et on ne réglera pas le problème de la sécurité. Au contraire, ça va s'aggraver. Non, Alors, docteur Montezine, profite. J'ai un truc à dire à M. Larcher. M. Larcher, il est, à mon avis, dans l'erreur au moins à 90%. Quand vous séparez un enfant d'une mère qui n'est pas parfaite, je dis bien qui n'est pas parfaite, Aucune mère n'est parfaite. non, je vous parle de Personne mère, n'est je parfait. vous parle de Délinquance maman, et autres. de maman qui ne font pas leur travail, Oui, qui, mais- qui sont elles-mêmes incapables d'éduquer un enfant, Oui, parce mais- qu'elles ne sont pas éduquées. Elles ont l'enfant, elles ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, et puis Oui. elles n'ont pas d'éducation. Mais quoi. monsieur Larcher, je vais vous dire, l'agrégé en littérature qui est professeur dernier titre, qui n'a pas le temps de s'occuper de son enfant, c'est la servante et puis la voisine qui s'occupe de son enfant. Est-ce que cet enfant-là, dans le long terme, Oui, parce qu'elle a- qu'est-ce qu'il va s'en elle a sortir? un milieu. Non, Il y il a va un s'en sortir milieu. mieux financièrement, mais psychologiquement, il sera Mais ça, détruit. mais c'est pas Il ces sera gens-là, détruit. ce ne sont Et- pas et ces cet enfants-là enfant-là, qui sont dans les enfants ils sont délinquants, ils ce ne dans sont pas la- ces enfants-là. Non, les statistiques Je ont démontré. pas- non, Et c'est pas vrai. mieux encore, si vous sortez un enfant dans son milieu familial cellulaire, et vous le mettez par exemple à la CIS, à la DAS ou bien chez d'autres parents. Si la mère fait d'autres enfants avec un autre groupe, un autre mari et autres, cet enfant-là, s'il revient dans sa famille, il sera automatiquement un passager clandestin. Il sera un frère De quoi vous me passager parlez? clandestin. De quoi vous me parlez, Il là? sera jamais... Arrêtez de faire du cinéma. Oui, il serait quand, jamais... quand vous avez enlevé Il faut l'enfant de enlever sa dans le famille, cas extrême, Non. dans le cas de mise en danger extrême de l'enfant. c'est bien ce que je Dans vous dis. tous les autres cas, il faut tout faire pour garder l'enfant dans sa cellule. mais c'est une évidence. Je vous C'est des parle cas de d'une violence, maman c'est du droit délinquante, pénal, en fait. d'une maman qui est incapable d'éduquer ses enfants, et c'est de plus en plus fréquent. Oui. Les enfants font des enfants, et elles sont incapables Mais de tous les l'éduquer. cas. Ensuite, il n'y a pas le Faut papa pas pour parler, l'aider, non, mais les quel- mamans, etc. Oui, mais quel On est a le- des enfants quel est qui le tombent critère? facilement dans l'insécurité. Quel est le critère Dans- d'éducation? dans Qu'est-ce la qu'on appelle délinquance. l'éducation? Est-ce que c'est une maman qui traîne dans la rue avec 2 enfants? Ou bien est-ce que c'est l'agrégé en littérature qui ne voit jamais son enfant d'1 an, 2 ans parce que c'est la servante et puis la... Mais l'enfant de l'agrégé Alors, n'est pas dans un milieu qui va l'emmener ben, à faire de la délinquance. dans les- Mais Parce alors, qu'il a l'amour, l'éducation. c'est des qu'il enfants faut. qui sont Il y a malheureux par l'éducation. l'amour. Ah ouais. L'amour Ça, c'est d'une des- maman quand même. Ce qu'on L'amour observe. d'une maman, c'est le lien le plus puissant du monde. La seule fois où ma fille a été malade à l'école, je l'ai senti. Je suis rentrée au Diamant. La stagiaire, elle m'a dit pourquoi on rentre au Diamant. J'ai dit ma fille a un problème. Et ben boum, Oui. la maîtresse m'a appelé. Absolument. 20 minutes après, votre fille est malade, faut venir la chercher. J'ai dit je suis devant l'école. Vous avez une maman. Mais c'est le lien Pourquoi vous me dites ça? maternel. Mais le lien Je suis en train maternel de vous dire que est lorsque le lien la- le plus puissant du que monde le- entier. Même le lien les plus grands maternel. savants ont dit la personne que j'aime le plus au monde, c'est ma maman. Le lien Je suis maman-enfant, d'accord. c'est le lien Je suis en train- je le suis en train plus de fort vous du dire. monde. Bien sûr Si qu'il ne faut un pas le enfant- couper. si Sauf un- si après c'est du droit pénal. Eh si bien, un droit enfant- pénal, enquête.
Il y a des enquêtes et il y a C'est des ce gens que qui je font suis ça toute la c'est ce que journée. je suis en train de Les dire. visiteurs sociaux, ils font quoi C'est quand ce ils que je viennent suis en train visiter de les dire. familles? Ben voilà, et ben Alors, alors, pourquoi vous- c'est que c'est je- déjà fait. Pourquoi vous voulez aller plus loin? Bah, Ceux il qui faut- sont pas je sous suis- enquête, je c'est suis en qu'il train n'y a de- rien à reprocher. Je suis en train de vous dire qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, parce que la sécurité de notre pays devient un problème majeur. Eh ben alors, il faut C'est que le ça veut dire. gouvernement, il faut que le Ça veut dire gouvernement que mette ça- le budget dessus Eh ben, aussi, il parce faut que que quand ça on veut a dire que un seul travailleur social qui pour se 50 fait. familles. Ce qui se fait actuellement est insuffisant. Monsieur D'accord Larcher, si vous avez une maman qui est ministre, C'est qui pas est une très, maman, c'est très une maman. occupée, très occupée Une maman. pendant la journée, si cette dame-là a un enfant 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux vous assurer, cette maman-là prépare un enfant trop faible pour la vie, pour l'avenir. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi vous vous trompez un petit peu? C'est parce que tous les cas ne sont pas les mêmes. Premièrement, il faut les Ouais. traiter cas par cas, premièrement. Ouais. Deuxièmement, les enfants qui dévient et qui partent dans la délinquance et la toxicomanie, la première chose que vous avez retrouvée chez eux, en général, c'est une carence affective. C'est d'abord la carence affective. Absolument. Bon, alors, en dehors de la carence affective, vous pouvez trouver d'autres choses. Hein. Vous pouvez trouver, par exemple, que, bon, il a fumé trop tôt dans le milieu dans lequel il est. Vous pouvez aussi trouver que sa mère a peut-être aussi fumé et quand elle était enceinte. Autrement dit, je vais vous dire, il ne faut pas vous baser sur une chose. Il y a un nœud de choses qui font que l'enfant peut dévier. On est d'accord. Mais il va d'autant moins se dévier qu'il aura moins de carences affectives et qu'il aura été près de sa mère. Sa mère est certainement le plus grand rempart qui l'empêche le plus souvent de faire des bêtises, parce qu'il pense à sa mère. Yes. D'abord à sa mère avant de Ou faire des bêtises. inversement. Ok. Ou C'est inversement. important. Ce que je suis en- Non, mais L'autre jour, Mais je n'ai monsieur- pas dit que c'est exclusif. L'autre Je jour, n'ai jamais dit ça. monsieur Montésime, je me suis garé parce que j'attendais quelqu'un au Terre Saint-Ville. Sur l'avenue Georges Jaurès et tout. J'ai vu une famille, un gars qui était là en train de fumer son joint avec sa copine ou sa femme, j'étais en train de fumer son joint, et ils caressaient leur enfant, ils étaient là. Pour l'enfant, monsieur Montésime, le joint c'est un truc normal. Ça devient un truc normal. Et donc, moi je vous dis que normalement, on aurait dû déjà enlever cet enfant-là à ses parents-là. Simplement parce qu'il fume. Oui, Non. simplement parce qu'il fume, Non. oui, parce qu'à partir du moment où l'enfant est éduqué dans un milieu où on fume, Non. où on boit, etc., eh bien, l'enfant Tous les sera fumeurs ne mal sont pas éduqué. des délinquants, je suis désolée de vous décevoir, monsieur Laboucher, mais tous les fumeurs de joint ne sont pas des délinquants. Heureusement. Dans des pays comme les Excusez-moi. Pays-Bas, c'est légal, hein, Mais donc vous il y a êtes pas des bien. pays où c'est quand même légal. En Espagne, c'est légal de fumer de la weed. Non, mais je Et à replace les l'Assemblée choses nationale, quand ça même. consomme beaucoup. Hein, et puis voilà, et puis j'allais y venir. Hein, toutes les grandes personnes de la Martinique, et toutes les personnes aisées, etc. Les joints ne sont pas réservés aux petits délinquants et aux petits loxiens. Il faut arrêter avec ça. Parce que moi, je sais certaines choses et je sais que je peux vous garantir qu'il y a toute une partie de la population très hypée et très haute classe sociale qui fume aussi des joints. Donc ça, il faut arrêter plus de que là. normaliser. C'est le petit gars de la rue, là, dans le coin de Terre-Saint-Ville, qui fume son pétard, parce qu'en plus, eux, à la limite, ils dérangent personne, ils sont en train de faire leurs affaires. Voilà. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie. C'est pas que les petits loulous de Terre-Saint-Ville qui fument des joints en Laissez-moi vous dire Martinique. quelque chose. Non, mais je vais vous- précise. Je Non, précise. laissez-moi vous dire. Et du coup, on Mais va pas attendez, retirer un attendez, enfant par rapport arrêtez aux de parler un petit peu. Moi, je vous dis que lorsque je suis ingénieur, d'accord, et que je fume, je prends ma solde, mon argent à la fin du mois, et j'achète mon joint. D'accord. Quand je n'ai pas de travail, que je n'ai pas d'argent, je vais commettre un crime pour avoir la drogue. Comprenez? Ok. C'est ça la réalité. Non, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit sur la poussette et les deux parents qui sont Mais en train non, de mais fumer un joint. comment ça n'a rien à voir? Je vous Ça dis va avoir. que cet Qu'est-ce que vous en enfant... savez que cet les parents enfant- ils sont allés braquer quelqu'un Oui, pour mais vous avoir leur pouvez... drogue? Ce que je veux vous dire... Vous ne ce savez que pas, vous ne je connaissez suis pas en ces train gens-là. de vous dire que le monde du banditisme et de la délinquance en Martinique est très lié à la drogue, Oui. est très lié à l'éducation parentale. Ce sont des gens qui sont dans ce milieu-là. Et qu'il faut qu'on fasse 10 fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que la Martinique, vous savez, aujourd'hui, on a la délinquance qu'on a là. Demain, M. Vaugirard, vous avez une maison. Les gens vont rentrer dans la maison pour pouvoir l'attaquer. C'est ça, c'est le prochain palier là. C'est D'ailleurs, déjà le cas en Hexagone, hein. Aujourd'hui, c'est déjà le cas dans l'Hexagone. Donc il ne faut pas qu'on en arrive là. Donc, et là, il faut le prendre très tôt.
C'est presque le berceau qu'il faut faire attention aux jeunes. Il faut leur donner ce qu'ils veulent, et les éduquer. Et s'il faut enlever l'autorité parentale à une mère qui ne fait pas son On travail, l'enlève parfois, monsieur Laouché, mais de il faut le faire davantage. Extrême. Mais en fait, On le c'est fait, c'est très délicat dans un enfant extrêmement. seulement. Regardez, même dans l'organisation du droit français, droit de la famille, quand deux parents divorcent et que la maman est normalement constituée, on fait un week-end sur 2 en général pour le papa et la moitié des vacances scolaires. On confie l'enfant de base à la maman. Oui, non, mais c'est normal. Notre société est faite comme ça, et ce qui est normal aussi, voilà, jusqu'aux 6 ans de l'enfant, je suis en train de vous dire que justement, si c'est la maman qui est en plus délinquante, si c'est elle qui fume, c'est elle qui boit, etc. Moi, je vous c'est rejoins, dangereux. mais comme a dit le docteur Montezum, chaque cas doit être étudié à bas, parce que Tout des à fois, fait. on a une maman qui va fumer des joints, qui élève pour autant, qui a tout l'amour, qui a toutes les choses à apporter à son Mais enfant. Le ça, joint ça, n'est pas un critère. Déjà, si vous me dites le crack, là, on passe sur Enfin, quelque oui, chose quand je dis le joint, de très c'est- dangereux, c'est de le très... crack, Vous voyez, ouais. il y a ça aussi, c'est que on vend du CBD maintenant dans les tabacs. Donc, moi, moi, je fume des cigarettes, alors quoi, je suis une grande délinquante, non, je suis une chef d'entreprise, je suis une grande stressée. J'ai fait la bêtise de vouloir suivre un copain à l'époque d'essayer la cigarette, mais je fume une cigarette. Est-ce que ça fait de moi une maman horrible, etc. Non, je donne tout pour ma fille. Donc c'est pas ces critères-là, il faut aller voir plus loin parce qu'on a aussi les grandes mamans parfaites qui fument pas, qui font des grands sourires, etc. et qui dans la maison sont violentes avec leurs enfants, sont infernales. Non, mais on est Ne la- d'accord. Donc Je veux dire. il faut pas juger aux apparences qu'on voit dans la rue. Comment il faut pas juger? Madame Ça veut rien dire. Madame Comment ça veut Canary, rien dire? contrairement à ce que M. Laouché dit, il y a des délinquants de premier degré, avec des petits dégâts, mais il y a des délinquants de haut niveau. Disons, le dentiste notoire qui consomme fortement des éléments chers, pour avoir de l'argent, il pratique une délinquance, il peut vous faire des opérations de mâchoire très chères, parce qu'il rentre plus d'argent, parce qu'il a besoin d'argent pour faire l'économie. Donc la délinquance en col blanc, ça existe aussi à ce niveau-là. Quoi? Ah oui, ah oui. Quoi? Il n'y a pas que le coin de la houille, hein. Il n'y a pas que les enfants de... Puis on l'écoute, vous le voyez pas. Il y a pas que la carte, surtout dans vous le voyez Ramon pas. Lamartine. La Et moi, en plus, je délinquance, connais il y a plein pas que aussi la de carte. jeunes qui sont fumeurs de joints, mais qui Non, mais font on des peut très même pas belles choses dans leur vie. Il n'y a hein. même pas pas- que la on CAF, peut il n'y a même pas que pas- les enfants de la CAF qui même sont pas- en difficulté. Hein. On ne peut même pas discuter si vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre un dentiste qui vous fait payer un peu plus cher. Un peu plus cher. Mais c'est pas vous qui payez, c'est la sécurité sociale de toute façon. c'est un Et puis un c'est gars qui dans la- l'escroquerie. et puis un gars qui dans la rue vous braque. C'est du Vous ne vol. voyez pas la différence, tant pis pour vous. C'est du vol. Bon, on voulait parler de la santé au cœur de quoi? C'est vous? Non, c'est pas vous. Mais je vais parler des sargasses, monsieur. Oui, sargasses, voilà. Les sargasses. Bon, alors, la question des sargasses, bon, c'est chez nous une préoccupation majeure hein, depuis quelques semaines. On voit bien comment, dans nos communes littorales, le problème se pose de manière avec une acuité, avec une grande acuité. Hein, au Robert, au François, Marigot, etc., etc. Alors, ce qui m'étonne, c'est que nous n'ayons que des informations martiniquaises. Or, la question des sargasses affecte la plupart des îles caribéennes. Sainte-Lucie, Dominique, jusqu'aux Bahamas. Aux États-Unis. Jusqu'aux Bahamas, les États-Unis aussi, la partie de la Floride, Cuba et compagnie. Donc, je trouve assez bizarre que nous n'ayons que très peu d'éléments sur la manière que cette question-là est traitée dans les autres îles. Et ce qui me fait poser la question, c'est que maintenant que nous sommes membres associés à la Caraïbe, je pense qu'on a un intérêt à réfléchir en commun sur cette préoccupation. Ce n'est pas avec la Savoie ou bien la Dordogne qu'on va faire une coopération pour lutter contre les sargasses. C'est avec Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, Trinidad et puis dans le nord jusqu'aux Bahamas. C'est là que nous devons mettre en commun nos recherches, nos préoccupations, mettre en commun les solutions, voir ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut mutualiser parfois des recherches de valorisation, puisque si j'ai bien compris, en étant intelligent, on voit que c'est une matière que l'on peut transformer. Alors, tantôt en aliments pour bétail, semble-t-il, tantôt en matériaux de construction, on peut faire des briques, des parpaings, des choses, on peut faire du plastique, enfin, toute une série de choses que l'on peut faire avec les sargasses. Donc, maintenant que nous sommes dans la membre associée de la Caraïbe, je pense qu'il faut que nous nous ouvrions aux problématiques caribéennes
mettre en commun avec les autres îles les savoirs, les problématiques et surtout les recherches de solutions qui ne peuvent profiter qu'à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vive le CARICOM et vive la paix. Il vous a cherché tout le long, vous n'avez pas réagi, donc allez-y. Non, mais c'est parce qu'il sait qu'il dit n'importe quoi. Je veux dire, monsieur Girard, Oui. il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Hein. Oui. Alors, Si je suis un pays développé, que j'ai un ingénieur dans mon laboratoire, il pourra trouver plus vite que tout un tas de pays de voisins comment faire avec les sargasses. Comment on dit ça Comment faire que ce soit une bonne chose. comment traiter, Traiter les sargasses. Pas seulement les traiter. comment valoriser. Comment valoriser les sargasses. Ouais. Ce n'est pas en allant. Alors, un individu dans un bureau... Oui, je vous le dis, c'est une façon de parler. Une façon de parler. Je vous dis que ce n'est pas forcément en allant vers les voisins que ça va aller mieux. Il faut aller vers les gens compétents. Nous sommes un territoire français. Parce que les voisins ne sont pas compétents. Hein? Oui, les voisins, la Caraïbe, M. Girard, est beaucoup moins développée que l'Europe. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Les États-Unis. OK. Et donc, je vous dis que notre solution, notre problème aujourd'hui, c'est de dire au gouvernement français que nous sommes des Français à part entière, que nous avons un véritable problème qu'ils ont eu à un moment sous les côtes bretonnes avec des algues et ça. Ils les ont réglés, qu'il faut qu'ils nous prennent au sérieux et qu'ils règlent notre problème de sargasses. Alors, c'est eux qui doivent régler pour nous. Oui, parce que nous sommes un territoire français et qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des ingénieurs, des machins qui réfléchissent véritablement à ce problème. À mon avis, ce n'est pas du tout la Dominique et tout ça qui va pouvoir nous sortir. Donc en gros, si je suis votre raisonnement, la Martinique devra résoudre son petit problème de sargasses entre Grand-Rivière et Sainte-Anne, en passant par le Vauclin, le François, le Robert, Marigot, et puis tant pis pour les autres, les autres îles de la Caraïbe, puisque nous appartenons à un bassin géographique qui est affecté par le même problème. Je suis en train de vous dire que la solution, selon moi, c'est la pertinence scientifique de l'Europe qui est développée plutôt que d'aller dans des congrès, dans des machins avec les îles voisines. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution. Je crois que si les Français prenaient ça au sérieux, eh bien, on aurait déjà réglé le problème des sargasses. Tout le monde ne le prend pas au sérieux. Moi, je ne crois pas comme vous. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi non plus. Alors, pourquoi? Bon, vous êtes minoritaire, monsieur Laure. Ce qui s'est passé, monsieur Vaugirard. Surtout un dialogue avec la presse. Monsieur Vaugirard. Télé pays, nous. Nous, on n'est pas un pays. Mais on n'est pas un pays. A parfaitement raison. Attends, M. Vaugirard a raison? Oui, je vous Mais attendez, Jean-Michel, mettez la caméra sur M. Vaugirard. Alors, Il est horrible. Voilà, il a raison. Bon, Parce que, effectivement, le phénomène, vous voyez, il a parlé du CARICOM, c'est pas le CARICOM seulement. Alors, ces sargasses arrivent au Mexique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils arrivent au Texas. Ils arrivent en Caroline du Sud. C'est tout le bassin caribéen qui y est. Bon, la deuxième chose sur le phénomène, c'est qu'avant, on disait que les sargasses sont dues à l'enrichissement des sols. De l'eau de l'Amazone par des fertilisants qui vont fertiliser en mer et faire multiplier les sargasses. Mais on dit également que la brume des sables qui viennent du Sahara est une brume très riche qui va fertiliser également les océans et faire pousser les sargasses. Et on a trouvé un troisième phénomène, c'est que la mer des sargasses qui existait dans le nord s'est créée une petite partie dans le sud en face de l'Afrique. Autrement dit, vous avez aussi une mer des sargasses dans le sud. Et une bonne partie des sargasses qui viennent ici vient de cette mer des sargasses du sud. Vous avez trois sources. Bon, alors, vous comprenez très bien, aller dire aux Brésiliens de ne plus faire du soja et de ne plus toucher à la forêt, c'est un combat qu'un homme dans un cabinet ici ne peut pas faire. Alors, moi, je pense un peu comme lui qu'il faut une mutualisation de la réflexion, parce que n'oubliez pas, en République dominicaine, par exemple, à Punta Cana, dans la partie la plus
touristique. Ils ont bien trouvé le moyen de mettre des filets et de réduire le phénomène. Hein. Bon, le Mexique a beaucoup travaillé sur la transformation en carton, par exemple, pour faire des assiettes, des plats, etc., des gobelets, etc. Bon, comme c'est pas d'une bonne qualité visuelle, bon, ça n'a pas tellement pris. Bon, on essaie d'y faire autre chose. Mais revenons à la Martinique. À la Martinique, si l'État français mettait un peu plus d'argent, par exemple, sur les filets au Robert, parce que au Robert, je connais bien les îles du Robert, je m'y promenais tout le temps avec les pêcheurs, en caillole. Avec les pêcheurs seulement. Vous connaissez Arcaïol, vous? Est-ce que vous connaissez Arcaïol? Vous ne connaissez même pas la Martinique. Alors, non, vous ne connaissez pas. Il y a des passes les Chiri, etc., à côté de l'île Madame, etc. Il faut boucher toutes ces passes. Et c'est absolument pas compliqué. C'est pas des dizaines de kilomètres de machin. Il faut que la force mette l'argent qu'il faut pour faire ça. 2 barrages pour empêcher à ce que ça arrive. Le problème qui me paraît plus grave, c'est que, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les récolte en mer, on les stocke dans des grandes barges, on les met dans des filets pour les fermer, et on les clappe en mer. On les clappe, c'est-à-dire on ouvre le bas du bateau et tout fout le camp. Est-ce qu'on a fait une étude d'impact? On est quand même une île de la Caraïbe. Quand vous faites descendre des paquets d'algues comme ça, c'est pas à moi que vous allez expliquer que ça descend au fond. Ça peut pas descendre au fond. Avec les courants marins, ça descend pas au fond. Si vous prenez un plomb, c'est lourd, un plomb 10 kilos, plongez-le à 500 mètres, vous allez voir que ça n'arrive pas à 500 mètres. Il y a le courant qui l'amène. Ça ne touche jamais le sol là. On n'a fait aucune étude d'impact, donc on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on détruit en faisant ça, et on continue à le faire en payant des millions pour le faire. Il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord protéger les côtes martiniquaises. La Martinique n'est pas une île qui est tellement grande que ça, on peut facilement faire ça. Ensuite, il faut faire une étude d'impact, commodo in commodo, pour vérifier. Quand on les... Alors, je veux bien comprendre que les gens qui perdent des frigidaires, qui perdent de l'appareil électroménager, qui n'arrivent pas à respirer, qui risquent de mourir d'ailleurs en vivant, en respirant ces gaz-là, veulent s'en débarrasser le plus... Mais il ne faut pas seulement faire ça, parce que faire ça, c'est peut-être momentanément vous soulager, mais c'est hypothéquer l'avenir pour la Martinique et autour de la Martinique. Autrement dit, je demande une réflexion avec tout le... Il a parfaitement raison. Avec tout le monde et avec la Caraïbe qui a déjà beaucoup réfléchi sur cette question-là pour essayer de sortir de façon consensuelle une conduite à tenir face à ce phénomène qui ne va pas cesser de sitôt. Oui, mais Dr Moutezim, ce que vous dites, on peut penser que c'est de bonne augure. Mais quand bien même qu'on fasse l'étude va aboutir à des préconisations. Ah oui, à des préconisations. Mais pour ces préconisations, on va aboutir dans une des préconisations, au moins le rejet dans la mer ou l'installation sur terre. Est-ce qu'on a assez de place sur terre? Est-ce qu'on a un lieu pour stocker ça, sachant... Mais pourquoi vous... Alors vous dites qu'il faut réfléchir et vous donnez déjà des impossibilités. On a déjà deux options. Laissez les gens réfléchir. Non, mais on a déjà automatiquement deux options. Mais il y a une troisième. La troisième, c'est la valorisation. C'est la production de matériaux. Mais les industriels qui vont investir massivement dans ce produit de matières premières, est-ce que ces industriels, dans leur analyse, ils vont se dire oui, mais c'est bien de faire des briques ou bien de faire des matériaux aliments pour bétail, de l'étanchéité ou aliments de bétail. Est-ce que ces matériaux de matières premières, est-ce que c'est régulier? Parce que pour investir dans des usines avec des millions d'euros, on se dit, mon Dieu, est-ce que ça va être permanent? Est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Est-ce que le gars qui investit, il va réfléchir, il va dire, oh là là, je veux bien investir, mais c'est une matière première aléatoire.
Comme Oui, toutes les matières premières du monde. Alors là, si on parle sur le risque d'investissement, je suis désolé, vous regardez la bourse ou quoi? Non, mais je sais pas, c'est n'importe quelle matière, oui, mais tout c'est- est à risque. oui, mais Tout ça, est à c'est- risque, ça, n'importe c'est quel récent. investissement Mais non, est à mais- risque. Il y a à peu près une dizaine d'années qu'on a ce problème. Oui, depuis 2011. Est-ce qu'un un industriel, pour 10 ans de perturbations seulement de recul, est-ce qu'il va mettre toute sa fortune dedans? Toute sa Mais fortune non, pour voir tout mais ça. non, pas sa fortune. Ben, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que comme c'est un phénomène qui est en croissant, les analyses prévisionnelles qui sont faites montrent que ce n'est pas quelque chose de saisonnier, une année sur deux, que régulièrement les échouages d'algues sargasses vont se faire sur nos îles. Donc, nous sommes contraints, je dis bien contraints, hein, d'anticiper, non seulement pour bien comprendre le phénomène, le circonscrire, mais surtout pour trouver des réponses à la hauteur des enjeux. Et c'est pourquoi la Martinique toute seule, une île de 110 000 hectares, hein, ne pourra pas, à elle toute seule, non seulement analyser le phénomène, comprendre, etc., et puis trouver les solutions. Il faut que nous nous ouvrions à d'autres, que nous mutualisions. Hein. L'autre jour, je disais qu'on pouvait bénéficier des fonds européens, le FED pour les îles de la Caraïbe et les fonds structurels pour nous, les DOM. On peut trouver une occasion de mutualisation FED-FEDER pour que l'on puisse analyser le phénomène et puis faire un plan. Un plan de traitement. Cher à monsieur Laouché. Il va dire le mot de monsieur Laouché, regardez, il va changer de visage, caméra sur Laouché. Pour faire un plan caribéen contre les sargasses. Mais est-ce que vous servez de l'arrivée? Ah, j'ai cru qu'il allait dire développement. Je croyais qu'on arrive au développement. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les sargasses? Il y a deux choses. La H2S, Oui, Hydrogène sulfuré. qui est un gaz, et c'est quand ça pourrit. Oui. D'accord. Et puis, il y a de l'ammoniac. Il y a Oui, il y a de l'ammoniac aussi. Non, c'est pas l'ammoniac, c'est quand Il y ça a, pourrit. il y a OH2, le molécule d'hydrogène et puis l'oxygène. Mais il y a L'arsenic. Il l'arsenic. y a de l'arsenic. Autrement dit, L'arsenic, oui, il y a de quand on voulait s'en servir comme engrais et comme pour amender les terres ou comme terreau, Oui. un excellent terreau. Oui. Seulement, vous retrouvez de l'arsenic dans votre terre. Qui est un produit mortel. qui remonte. Ah ben c'est forcément un produit mortel. Mais il n'est pas mortel comme ça. Hein. Vous avez qu'on traite des gens, par exemple, à la bourboule, avec des eaux arséniées. Il y a de l'arsenic dans l'eau de la bourboule et on fait des gens respirer ça. Des gens qui sont asthmatiques, qui ont des allergies respiratoires, etc. C'est avec de l'arsenic. Le principe actif des eaux de la bourboule, c'est de l'arsenic. Donc en médecine, vous savez très bien que c'est la dose qui fait le poison. Hein? Bon, l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine, si vous prenez 4 grammes, vous mourrez. Mais si vous prenez 1 gramme, votre fièvre diminue, la douleur disparaît, l'inflammation disparaît. C'est une question de dose. Je veux dire qu'il a raison. Alors, si quand vous avez par exemple une masse d'engrais, une masse de terreau, parce que j'en ai vu par exemple au Vauclin, quand on les entreposait, ils finissaient par faire du terreau, d'un excellent terreau, avec énormément de vers de terre dedans. De matière La présence organique. des vers de terre veut Matière dire que organique. ce n'est pas forcément mortel pour toutes choses. Comment dire, il faut étudier. Est-ce qu'on peut enlever l'arsenic dans une tonne est-ce qu'on peut l'enlever? Qu'est-ce que ça coûte pour l'enlever, etc. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Facilement. C'est ça qu'il faut faire comme recherche avec les Si ça ingénieurs. n'intéresse personne, personne ne le fera. Et ensuite, c'est de ces études d'ingénieurs qu'on va pouvoir faire appel à des investisseurs, Mais oui. à des entrepreneurs Exactement. qui ont des idées, qui ont Exactement. envie d'eux. C'est ça, c'est que... Exactement. moi, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes de la nouvelle génération là, qui vont prendre... De toute façon, c'est des problématiques qui nous concernent. Hein. C'est des problématiques qui nous concernent On est tous. complètement d'accord. Ce que je suis en train de dire,
c'est que pour avoir ce résultat-là, qu'on s'intéresse à ça, qu'on le machin, on peut effectivement se rapprocher des pays de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit parler, il faut prendre l'avion pendant 10 heures, 10 jours, parce que pour aller au Venezuela, c'est plus difficile que pour aller à Paris, Internet, alors. etc. Et donc, non, on Et peut... c'est Docteur Montezum qui le dit, Non, hein. mais Et le attendez. visio, monsieur Non, Laouché. le visio, tout ça est important quand même. Bah C'est oui. important. Donc, moi, je vous dis que c'est ce que je pense depuis plusieurs mois maintenant, qu'il faut exiger de la France qu'elle fasse son travail ici. Son travail, et c'est pas le nôtre. Pourquoi ici? En France. Ben, alors, en France, vous avez des grands... comment vous appelez ça? Des géopoles. Par exemple, à Montpellier, il y a Les technopoles. Il y a de grandes technopoles où il y a énormément de savants Oui, au même c'est endroit. les technopoles. C'est là qu'il faut envoyer la matière et leur demander de travailler la matière. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est Mais vous avez exactement- dit ici, pas forcément ici. Bah, attends, là, Pas travailler ici, la matière, c'est physiquement. l'aspect physique. La France, c'est ici aussi. Un peu. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit à moi. Non, il faut. Je me rends compte que le gouvernement français ne prend pas au sérieux le problème des sargasses en Martinique. Je suis d'accord avec Et vous. donc, il faut que les Est-ce députés, qu'ils les prennent au sérieux sénateurs se après, mobilisent sur la là-dessus Martinique, hein. et qu'on apporte éventuellement les solutions au reste de la Caraïbe. Ils ont il des faut que idées, la... les gens. Mais non, c'est pas nous qui allons apporter les Éventuellement. résultats. Nous allons participer, monsieur. Un peu d'humilité, un peu d'humilité. Parce qu'il ne faut pas croire que les autres sont là les bras croisés et puis attendent qu'on leur apporte une solution. Et les autres parce que nous, on n'est que 350 000. Hein. Vous savez que Porto Rico, c'est 4 millions d'habitants. Haïti, c'est 12 millions. Saint-Domingue, 4 millions, etc. J'observe que vous tous les savez- millions que vous avez dit là, Oui. ils n'ont toujours pas réglé le problème. D'accord? Bon. Mais Moi, non, je vous mais dis qu'il faut vous ne maintenant- savez pas ce qu'ils ont déjà fait comme recherche et comme Mais par étude. exemple, Vous ne à savez pas. Sainte-Lucie, Le résultat, c'est j'y qu'il n'y suis a allé- pas de résultat. pour l'instant. À Sainte-Lucie, j'y suis allé il y a à peu près 8 ans. Ils vendaient en bouteille un liquide qui ils disaient que c'était un engrais et que c'était à base de Ça, en sargasse. fait. Mais je suis incapable de vous dire si dedans il y avait toujours de l'arsenic. Je ne suis pas capable de vous répondre. Donc c'est pour ça qu'il faut des liens et des connexions. En fait, c'est ça, monsieur Laouché, c'est que vous le vouliez ou non, on est dans un monde interconnecté, on est dans Voilà. un monde mondialisé. On est dans un monde où maintenant, regardez, même ne serait-ce qu'en Europe, on n'a même plus de barrières économiques, douanières, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi que monsieur Laouché le premier et d'autres arrivent à accepter que maintenant on est sur de l'échange de compétences entre le Absolument. monde entier, entre les pays entiers, et on ne peut faire que ensemble. On en a parlé la semaine dernière, on était d'accord avec Dr Santé, Maugirard la sur le protectionnisme. Ça n'existe plus le protectionnisme. Ouais, vraiment, Si on a une politique protectionniste, on se s'enferme, foire, on on se tombe ferme. par terre, on tombe complètement par terre. va Les idées, piétiner. quand le Front National, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, ils ont encore changé de nom, ils étaient sur leurs idées comme ça de fermer, c'était économiquement non viable, ça n'existe plus. En 2026, on ne peut plus être fermé sur nous-mêmes. On est obligé de coopérer avec Sainte-Lucie qui a sa solution en bouteille. Il faut aller voir, il faut aller dire comment vous avez fait. Ok, moi je vais faire tester à mon scientifique parce qu'on n'a aussi pas les mêmes normes. Donc après, il y a des calibrages au niveau des normes de chacun. Et encore, maintenant, on a l'OMS, on a des institutions internationales où on essaye justement à tous d'ajuster nos normes. L'OMC aussi, l'Organisation mondiale du commerce, elle est là pourquoi? Pour dire, écoute, on a un juste équilibre. Tu peux pas aller mettre de la douane à lui et pas à lui, etc. Donc on essaye maintenant de tous fonctionner ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus productifs et qu'on trouvait beaucoup plus de solutions quand on fait comme ça des partenariats comme la CARICOM ou comme aller voir dans d'autres pays ce qu'ils font que d'être centré sur nous-mêmes, sur notre France, sur notre pays. Bon. Alors, Moi, en conclusion, ce que je sais dire, c'est que ce domaine-là relève de l'économie circulaire. C'est-à-dire comment transformer un déchet en matière première. Alors, imaginons que, grâce aux ingénieurs, européens, français, mais aussi américains, portoricains, haïtiens et autres, on trouve une manière de faire. Ça va ouvrir un secteur économique tout à fait nouveau, puisque je vous rappelle que le phénomène des sargasses, ce n'est pas un phénomène saisonnier. Oui, il est saisonnier, les échouages, mais le phénomène dans le temps va s'installer. Donc, dès maintenant, on a intérêt à anticiper et à commencer à voir la manière de faire pour traiter de manière de plus en plus efficace
les échanges de cette matière première. On peut parler de ça. Non, on ne peut pas parler de ça du tout. Trois Alors, minutes. Non. donc le docteur Montidieu veut absolument revenir à son dada, les réparations. Non, la santé dans les réparations. La santé, ensuite. Mais non. Non, mais- Attendez. Il y a cette année, comme il y a 23 ans, une marche pour les réparations, convoi pour la réparation. Tout le monde connaît ça. Ouais. Et cette année, les médecins, en la personne de Mme Jospélage et de moi-même, nous avons décidé de les accompagner pour expliquer aux Martiniquais que dans ce convoi pour les réparations, il y a aussi une réparation qu'il faut prendre en compte, c'est celle de la santé des Martiniquais. Et alors il y a deux choses. Très simplement, la première chose, c'est que les maladies chroniques dont souffrent les Martiniquais, diabète, hypertension, insuffisance rénale, ces maladies viennent directement de la traite négrière dans la cale des bateaux négriers et du travail des nègres sur les plantations qui mangeaient très salé et qui avaient besoin de ce sel pour garder l'eau dans ce climat torride où ils transpiraient, ils perdaient des sels, mais que quand ils ont cessé de transpirer, de perdre des sels, ça s'est transformé en hypertension artérielle. Le sucre, c'est la même chose. Ils mangeaient trop de sucre pendant les périodes de disette. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est le problème de la chlordécone que nous n'avons pas résolu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quand vous allez au marché pour acheter des chouchettes, vous êtes incapable de savoir. Il n'y a pas un écriteau qui dit là, il y a de la chlordécone, là, il n'y en a pas. Même quand vous allez dans des supermarchés, ce n'est pas écrit. Hein. Ils auraient même pu dire conforme, mais rien, il n'y a rien d'écrit. Donc on ne sait pas. Ça c'est donc la deuxième chose. Et expliquer aux Martiniquais que quand ils sont, parce qu'on vous l'a dit la dernière fois, on a quand même trouvé, sur 65 000 prélèvements, on a trouvé la grande majorité était à tête par cette chlordécone. Et ce qu'on veut dire aux Martiniquais, c'est que s'ils viennent dans les étapes que nous aurons, à chaque étape, je crois qu'il y en aura 6 ou 7 étapes, à chaque étape, nous allons faire une conférence pour expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent, quels sont les produits qui vont les amener à se détoxiquer, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir de chlordécone dans le sang. Parce que même les petites doses de chlordécone vont de façon épigénétique à travers la mère, par exemple, transmettre à l'enfant ce perturbateur endocrinien qui, lui, va causer des dégâts aux enfants martiniquais. Et déjà, nous sommes en perte de fécondité, puisque chaque année, nous perdons de la population. Si on continue comme ça, avec le côté dépopulation de la fécondité et qui est perturbée par ce perturbateur endocrinien, on risque de voir la population martiniquaise disparaître. Et pour cela, nous proposons aux Martiniquais de leur donner une façon de faire pour se désintoxiquer et pour ne pas manger docteur, également. C'est votre métier, parce que vous êtes docteur. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir? Parce qu'elles ne peuvent pas. Ah oui, beaucoup. Beaucoup plus que par le passé. Ah, beaucoup plus. Mais ce n'est pas seulement martiniquais. Hein. C'est mondial. La cigarette, il y a plein de choses maintenant. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a de commun au monde? Ce sont les pesticides. Dans tous les pays du monde, on emploie les mêmes pesticides. Donc on peut penser qu'il y a une cause commune à... Et même la manière dont on a de manger maintenant, avec tout ce qui est industriel, enfin tout ce qui a été, toute la nourriture, de fécondité partout dans le monde. Ah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Là, on pense que jusqu'en 2080, non, 2050, on pense déjà que la population des Occidentaux vont largement baisser, ainsi qu'en Russie et ainsi qu'en Chine.
Alors, il restait l'Afrique qui était en progression, mais on pense qu'à partir de 2080, la Chine aussi, donc tout le monde. Alors la Chine, l'Afrique. ils sont embêtés, mais pas pour les C'est mêmes l'Afrique. soucis. C'est à cause du fait qu'ils n'ont pas de femmes. En Chine, ils sont embêtés Oui, maintenant. voilà. Faire la Ils politique n'ont pas de de l'enfant, la politique de l'enfant unique pendant des Voilà. années, de 1979 jusqu'à 2019, je crois Ouais, qu'il a arrêté. Voilà. Comme on avait le droit qu'un enfant, à votre avis, on gardait le garçon. Dès qu'on avait une fille, la fille. Donc en fait, maintenant, ils se retrouvent avec une population que de garçons. Et il n'y a plus de femmes pour faire des bébés. Donc la Chine, ils sont bien embêtés. Voilà. Oh, il y a- C'est pour ça qu'ils ont arrêté en 2019 la politique de l'enfant unique. Ils se sont dit, en fait, Et ça on n'a devrait pas peut-être marché. avoir des- Et ça n'a pas marché. Donc maintenant, les Chinois sont embêtés pour faire des enfants parce qu'il y a que des hommes dans ce il pays. y a moins de femmes en Chine. Eh oui. Parce C'est qu'en là fait, qu'il faut aller ils vivre, tuaient les petites docteur. filles quand les Il faut qu'on aille femmes- vivre en Chine. Non, mais en Chine, ce sont les homos hein, qui ont le succès. Sans Oui, être c'est ça- homo. oui, Sans c'est ça être que ça homo. veut dire. Sans être homo. Oui, Merci de homo. votre attention, merci de votre fidélité. Docteur Vaugirard, merci de nous avoir honorés de votre présence. Oui, merci, M. Lanchier. Bon, j'ai trouvé aujourd'hui la séance beaucoup plus apaisée. Et puis, je voulais partager C'est avec les Martiniquais, avec les auditeurs, une phrase qu'un historien, il s'appelle Marc Séphil, il a dit dans Historien martiniquais. un historien martiniquais, il a dit « Le passé est un engrais, le passé n'est pas une semence ». D'accord. Alors, c'est pour que nous puissions réfléchir à cette pensée. En réalité, vous nous avez dit cette phrase dès le début de l'émission. Nous avons beaucoup réfléchi là-dessus. Non, mais je partage et avec nous les n'avons pas Martiniquais. trouvé. Donc, essayez de trouver. Moi, je n'ai pas trouvé. Le docteur Monté, on n'a pas trouvé. Docteur Montezuma, merci d'avoir été là. Merci à tous et à toutes. Et n'oubliez pas le convoi pour la réparation de Gare Saint-Malsa. La date. Donne la date. Ouais, la date. Alors, c'est toute une semaine, c'est à partir de La semaine du 20, le 22. On a fait avec la presse ce midi et à partir de là, chaque semaine, enfin pas chaque semaine, Oui, chaque chaque jour, jour. il y a une commune étape. de la Martinique qui va Étape. recevoir le convoi et où nous, les médecins, avec Mme Jos Pélage, on va faire ces conférences pour expliquer aux Martiniquais le problème de la Et en même temps, chlordécone. ce convoi-là, c'est bien. Et parce que- la date du prêcheur, la fin. parce que- C'est le 22 mai. C'est Parce que vrai. c'est bien ce convoi-là, parce qu'on marche et puis en même temps on danse, on fait du tambour et tout ça. C'est quelque part un peu le carnaval. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Super c'est bonne bon, ça. communication. Nous, les nègres, nous aimons ça. La musique, le carnaval. Ça change beaucoup de choses, ces convois-là. Merci. Je vous ai dit au revoir, M. Vaugirard. Oui, vous voulez me dire au revoir? Ah, bon. Finalement, il veut vous chasser. Merci, M. Charlotte, merci d'avoir Oui, été là. mais je dis au revoir à toute la population et bien entendu, je réitère les propos de monsieur, du docteur Montezuma concernant le convoi pour la réparation, qui est néanmoins une bonne chose. Et de surcroît, il faut rajouter, il y a le mois du mai de Saint-Pierre, avec beaucoup d'activités à Saint-Pierre. Et bien C'est entendu, demain, hein. j'invite la population à visiter beaucoup Saint-Pierre pendant tout le mois de mai. Il y a des hébergements, il y a des restaurants, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à visiter. Merci beaucoup. Rose Contarini, merci d'avoir été là. Alors merci à vous pour l'invitation et puis moi je voulais faire un petit mot au monsieur qui est venu jusqu'à KMT pour me présenter son projet. Voilà, donc j'ai trouvé ça très mignon qu'il laisse comme ça ses coordonnées. Donc je vais le recontacter. Malheureusement, enfin non pas malheureusement, génialement, c'est l'anniversaire de ma fille demain donc je ne vais absolument pas m'occuper de vous. Mais dans tous les cas la semaine prochaine j'ai bien pris votre coordonnée. C'est avec plaisir que je vous suivrai sur le projet. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché. Donc merci à vous et puis bien sûr merci à tous voilà, de nous écouter. Vous avez vu le monsieur ou pas? Vous Non, l'avez il a laissé ses coordonnées à votre réalisateur. Il est arrivé très tôt, il vous a attendu. Ah bon? Oui, il vous a attendu. Ah alors ça par contre ça je suis pas d'accord. Non, c'est un bon monsieur. Hein. Mais c'est pas une question de beau, on sait monsieur, non, jamais c'est de s'il y a faire un fou après qui veut l'autorité, On m'enlever. a déjà eu le gâteau aussi. Ah oui. Donc voilà, non, ça non parce qu'après ça va me faire peur. De le passé, on a eu un gâteau. Non, ne venez pas me voir directement où je sois, mais Non, voilà, mais en tout y a cas, pas- y a de toute façon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc si vous avez besoin de quelqu'un Madame, pour vous vous avez dit accompagner dans le projet. ce monsieur peut être votre avenir. Pardon? Ce monsieur peut être votre avenir. Mon Recevez-le. ami, hein. Ah oui, non mais alors je reçois Faut pas en tenter. fonction de si tu es beau, si tu es pas, si tu es un. Ah bon, Tout vous le n'êtes pas monde, comme ça. tout le monde, non, je ne suis pas comme ça. C'est tout le monde de tous horizons. Recevez-le. riche, pauvre, Rose Stratégie, c'est ça la beauté de mon business et j'en suis très fière. Recevez-le. C'est que Rose Stratégie, je vous le dis encore une fois, placement de produit, on a tout type. On a des gens très bien, des gens endettés, des gens, on prend tout le monde. Notre politique, c'est vraiment d'essayer de pousser jusqu'au bout, que ce soit dans la Les création, gens même les seuls. projets les plus fous, de vous
développer et même quand vous êtes en difficulté, on ne juge pas et on vous suit jusqu'au bout. Bon, après, quand on Qu'est-ce doit que je liquider, on fais liquide. Je lui envoie la facture pour la publicité. Oui. Yes. Vous pouvez Vous pouvez parce que maintenant je gagne bien ma vie, il va falloir que je déduise des charges, donc envoyez-moi la facture. Sinon j'ai payé trop d'IS. Merci beaucoup, Jean-Michel Césaire. Merci pour votre excellente réalisation. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, malgré, vous l'avez observé, ce mois de Gruyère. Ce joli mois de mai. De muguet. Des muguettes.